Attends. Ok. De mon côté, je me suis muté. Salut Thomas. Ouais, merci beaucoup déjà de m'avoir invité ce soir. Du coup, je m'appelle Alexis et avec Mathieu et Nicolas, on a conçu Olem que on va vous présenter ce soir un petit peu avec Thomas. Oui, donc je répète parce que j'ai oublié de démute mon micro directement, hein. Donc ce soir, on a la chance d'avoir Alexis de la team Ludothèque pour présenter son projet Olem qui est actuellement en Kickstarter et qui se finit bientôt dans moins de 24 heures, si je ne me trompe pas. C'est ça. C'est ça. Demain à 3 heures, terminé. D'accord, donc je pense qu'on va commencer par parler un peu de Ludothèque. Déjà, d'où vous venez, comment c'est arrivé, est-ce que vous venez du monde du jeu Il y a plein de questions qui se posent. Je te laisse développer un peu le sujet et de commencer par où tu veux. Combien vous êtes Ouais, Je t'en prie. ça marche. Du coup, avec Mathieu et Nicolas, il y a 4 ans, on a eu l'idée de, de, de mixer robotique et jeux de société. C'est une idée qu'on a eue vers la fin de nos études en école d'ingénieur. C'est là qu'on s'est rencontrés tous les trois. On s'est découvert sur des projets étudiants qui étaient sur de la robotique, sur du drone, et tous ces projets nous ont donné envie en fait de se lancer dans l'entrepreneuriat. Alors on a poursuivi plusieurs idées un peu qui étaient sur le thème de la robotique et on ne trouvait pas vraiment de concept qui nous plaisait jusqu'au jour où on s'est rendu compte que ce qui nous animait tous les trois en dehors de la robotique, c'est aussi le jeu de société. Et là, tout le projet s'est débloqué et le concept d'Olem est né.
Et l'idée, voilà, avec Olem, c'est de pouvoir proposer de nouveaux horizons aux jeux de société en apportant la technologie. D'accord. Donc dans le cadre où des gens ne connaîtraient pas forcément Olem, ce que je propose c'est de passer sur un petit teaser. Ça te va? Avec plaisir, ouais. Hop, alors je vais juste faire ça et aller directement sur... Hop là. En espérant qu'il y a du son. Il y a du son. My friends and I meet up every Saturday afternoon to play board games. Lucas always brings all of his boxes, and then each week the same C'est pas le story teaser. happens again. We have to Mais c'est agree pas on grave. which game to play, on what the actual rules are, and explain them with the attention of everyone around the table. Today, we're going to play in a brand new way because we discovered Olem. Olem is a small board game console with a wide variety of games. They are all contained in a digital library, which is constantly expanding. From the mobile app, we can choose a game according to the type of game, the number of players, or the playing time desired. You can always find the perfect game. Rack your brains to solve riddles or explore new worlds. Collaborate to find some treasures or face your friends to challenge them. Take the right decisions at the right time or show your inner strategist. In addition to the console, we played with figurines, cards, and boards, just like in a classic board game. However, what makes our experience more incredible is the fact that Olem uses technology to create innovative mechanisms and a unique gaming experience. We did not notice how time flew by. If you also constantly like to discover new games, support Ludotech now on Kickstarter and be among the first to back Olem. Donc voilà, petite présentation du but de l'EM, c'est le but principal si on est joueur, c'est de n'avoir qu'un minimum de matériel à amener pour passer une soirée tout en jouant à différents jeux. Si je résume, hein, tu m'arrêtes tout de suite si à moindre moment je ne suis pas... C'est l'idée. C'est l'idée, proposer voilà, une nouvelle façon de jouer. Alors, on n'a aucun but d'éclipser le jeu de société traditionnel. Sur ça, enfin, il y a tellement de portes et autres, et nous-mêmes étant ludistes, on n'aurait pas cette présomption. Mais l'idée, voilà, c'est de proposer de nouveaux horizons avec Olem. On parle d'une vingtaine de jeux dès la sortie. On va aborder en gros avant d'aborder le caisse, pourquoi avoir choisi de passer sur du Kickstarter ou un financement participatif? Juste, alors, je vois dans le chat que Devontar dit qu'il n'y a pas de micro. Oui, non, Je sais pas s'inquiète. si. Si, s'inquiète. Alors, Ok. Devantar, c'est ma femme. C'est aussi Ok. le modo ou la modo. Et qui me valide, qui me fait les retours justement quand il y a besoin. Et au début, en fait, quand je me suis présenté, avant que tu parles, j'avais pas activé mon micro. C'est tout. Ne t'inquiète pas. Ok. Je l'ai réactivé depuis. La Rosalouse. La Rosalouze que je te parlais, elle est là directement. Il n'y a aucun souci. Donc oui, donc vous avez Parfait. choisi Lisez les le points. modèle financier du Kickstarter. Donc je me doute un peu pourquoi, mais si tu peux me donner votre version officielle sur le sujet. Bien sûr. Sur ça, le Kickstarter était un choix naturel pour nous. Il y a forcément des besoins de financement, surtout quand on parle d'un projet qui a de la techno, puisqu'il y a des gros besoins en développement. Euh, on a eu la bonne idée de mélanger un projet qui s'appelle de la mécanique, de l'électronique et
du développement software. Donc il y a pas mal de choses à travailler là-dessus. Donc un Kickstarter seul ne pourrait pas permettre d'y répondre. Par contre, là où un Kickstarter est très utile sur notre projet, c'est de pouvoir tester ce qu'on appelle la traction. Vérifier que le projet trouve un public. Nous, dans notre cas, ça nous permet de vérifier qu'il y a suffisamment de personnes intéressées pour pouvoir obtenir une première communauté autour. Donc, on est dans une logique très progressive. On a eu d'abord une approche sur les réseaux sociaux. Est-ce que en présentant le concept en 5-10 secondes, on arrive à avoir un intérêt? Puis après en festival, est-ce que sur un joueur qui va passer 30 minutes, 1 heure de sa journée pendant un festival de jeux, est-ce qu'il va bien s'amuser? Est-ce qu'il va passer un bon moment dessus? Donc sur ça, voilà, c'est pour ça qu'on a fait pas mal de festivals. Si tu veux, on pourra revenir dessus. Et la prolongation naturelle pour nous, pour continuer de s'assurer qu'il y ait un public en face qui soit intéressé, c'était le Kickstarter. Enfin, le financement participatif, et en l'occurrence sur la plateforme Kickstarter. Kickstarter parce que vous visez l'international ou c'est parce que c'est la plus grosse Sur ça, Kickstarter, alors déjà, ça permet en effet de toucher un public international. Chose qu'on a moyennement réussi à concrétiser si on regarde la communauté aujourd'hui. On est sur une communauté qui est à au moins 75% française. Sur ça, voilà, on espérait avoir une retombée plus internationale. Et l'autre gros point sur pourquoi Kickstarter, c'est que non seulement c'est la plateforme de référence pour des projets techno, mais aussi pour des projets de jeux de société. Alors, chose qui commence à diminuer côté jeux de société avec l'émergence d'autres plateformes. Mais ça restait toujours pertinent dans notre cas. Donc bienvenue à Rémi qui nous rejoint et qui dit qu'il a testé à Vichy et qu'il a trouvé Olem très sympa. Merci beaucoup Rémi. Donc là, à l'heure actuelle, si on fait un état des lieux du financement, vous avez atteint votre objectif qui était de 50 000 euros, d'après ce que je me rappelle. Est-ce que ça atteint les objectifs que vous fixiez vraiment parce qu'on sait que des fois, juste, comme tu le disais, tu faisais plus une étude de marché en même temps que le Kickstarter. Est-ce que vous êtes satisfait du Kickstarter ou vous attendiez quand même à plus votre avis sur maintenant il est validé, donc j'ai envie de dire vous n'avez pas besoin vous pouvez dire que vous êtes satisfait, mais la question c'est est-ce que vous attendiez à plus, vous espériez plus, c'est plutôt une question dans ce sens-là, quoi. Ouais. Sur ça, pour le déroulement du Kickstarter, les premières 48 heures se sont déroulées comme on le souhaitait, c'est-à-dire que notre objectif c'était sur les premières 48 heures qui sont cruciales en fait sur un Kickstarter, on voulait atteindre les 80%. Dans notre cas, on a réussi à atteindre ce cas de figure. Derrière, on est passé au Spiel qui a été dans la foulée. Du coup, ça a un petit peu dispersé nos efforts sur ça. C'est le retour qu'on a a posteriori. Ça nous a permis d'avoir une présence internationale et de toucher le public international. Malheureusement, en timing, on aurait peut-être a posteriori lancé le Kickstarter une semaine plus tard pour être à fond le Spiel. Alors, puis à fond sur le Kickstarter. C'est le petit point qu'on si on... Est-ce Donc- qu'il y a besoin que je repasse, que je rembobine un peu? non, tu disais que vous auriez peut-être dû décaler un peu pour être à fond sur ESN et puis à fond sur votre C'est ça. Kickstarter, parce qu'avoir un Kickstarter en même temps, c'est pas forcément évident. Vous avez fait un Ouais. Kickstarter sur combien de temps? On l'a fait sur 3 semaines Parce que de relativement base. court.
Ouais, de base, on envisageait 28 jours. Et ce qu'on a observé un petit peu sur les Kickstarter qui se sont déroulés, c'est que il y a toujours un temps mort sur un milieu de Kickstarter et il n'est pas forcément bénéfique. Alors que pourtant, en termes d'investissement des créateurs, il reste toujours aussi monstrueux. Il y a une Hmm. dose de stress on a pu découvrir avec ce premier Kickstarter euh, qui va au-delà de ce qu'on a fait déjà jusque-là, où on pensait déjà quand même en avoir vu pas mal. Après, sur ça, bah, au niveau de l'objectif, nous, notre objectif minimum, du coup, c'était d'atteindre l'objectif qui a été atteint, du coup, maintenant, il y a un peu plus d'un jour, en l'occurrence. Mhm. Donc, par rapport aux estimations qu'on avait entre la barre minimale et la barre haute, on est au-dessus de la barre minimale. Euh, la barre haute sur ça nous aurait permis une marge de confort, mais on sait que derrière on peut réussir, enfin retomber sur nos pattes et continuer comme on l'a envisagé. Et puis, il reste quand même 17 heures, on sait jamais quoi. Les fins de Kickstarter, ça peut être aussi impressionnant. Bah là, vous avez quand même. Moi, quand je t'ai contacté ce week-end, vous étiez à 49 000. Il manquait 200 euros, je crois. Donc là, vous avez fait quasiment 2000 euros depuis. Bon, quand même, on sait jamais. Donc les prix d'entrée. Donc en fait, si on désire le petit robot, c'est 230 euros. Ouais, en Euh, early bird. ouais. Euh, Donc le... Tu Ah, peux je nous t'écoute. faire vite fait un point sur les différents niveaux que vous proposez, on sait Hmm, jamais, si ça peut intéresser des gens. bien sûr, bien sûr. Sur ça, on a deux packs qu'on propose aujourd'hui. Le Core Pledge, qui est le pack de base. Dans ce pack, on propose Olem, le matériel standard pour 10 jeux et les 10 jeux inclus dedans. Sur ça, voilà. Nous, c'est un des. euh, enfin, pardon. On a ce pack-là et le pack premium, où dans ce pack premium, on a Olem, le matériel pour 15 jeux, du matériel premium avec des figurines notamment, et les 15 jeux qui vont avec pour du coup respectivement 280 euros et 330 euros et en early bird avec une réduction de 50 euros pour récompenser en fait les premiers qui se lancent dans la contribution. C'était un moyen de remercier un peu les utilisateurs, les premiers Hmm. utilisateurs qui se lancent avec nous. Ça donne un prix d'entrée à 230 euros et bien sûr toujours la possibilité de pouvoir soutenir le projet même à hauteur de 1 euro pour avoir accès plus tard au Pledge Manager pour les plus timides. D'accord. Il y aura il y aura possibilité, merde, comment on appelle ça, de pledger quand même après le financement ou c'est un financement qui s'arrête, il n'y a pas de commande après. Je sais plus comment le Euh, mot qu'on utilise, mais les late pledge, ouais, le late pledge. ouais. Sur ça, on va sans doute en proposer un. On réfléchit encore justement aux moyens qu'on veut employer. De base, on envisageait de passer sur InDemand, qui est le service que propose Indiegogo pour les late pledge. On est en train de reconsidérer ces options aujourd'hui, puisqu'on a différentes pistes qui nous sont venues qu'on veut développer un petit peu là dans les prochaines semaines. Et sur ça, en fait, le late pledge, nous, dans notre cas, on peut le proposer. Alors, ça va peut-être t'offrir une transition sur qu'est-ce qu'il y a après le Kickstarter pour Mhm. plus tard. On va avoir 3 mois d'optimisation du produit. Passer de la bêta version d'Olem qu'on a aujourd'hui, Mhm. donc qui est très proche de la version finale, à la version finale justement commercialisable d'Olem. Et pendant ces 3 mois, ben, on peut ouvrir les late pledge aux retardataires ou aux personnes qui découvrent le projet tardivement, Mhm. sans pour autant retarder la phase de livraison. Parce que pendant toute cette période d'optimisation, D'accord. il n'y a pas Ce qui de est notion logique. d'échelle qui sont engagées.
C'est qu'en gros, vous avez assez d'argent pour initialiser le projet, et s'il y en a qui veulent se joindre, ça ne changera pas grand-chose pendant ces 3 mois où vous perfectionnez le OLEM, quoi. D'accord, bah C'est c'est ça. très clair. Et puis c'est logique, ça c'est bien. Donc c'est-à-dire 3 mois et livraison prévue après? La livraison, on a prévu novembre 2022. Donc Mhm. notre gros jalon pour nous, c'est avant Noël à tout prix, pour Noël 2022. Euh, Ça revient du coup à 3 mois d'optimisation et les 9 mois restants sur production et livraison. Il peut y avoir une certaine perméabilité entre ces deux phases de production et de livraison, mais pour nous, l'objectif justement, on a pris un petit peu des marges de manœuvre là-dessus, en se laissant du temps pour limiter les risques de retard. Un des autres moyens justement de limiter le retard sur un produit techno, euh, ça a été pour nous en fait de retarder le plus possible le Kickstarter. Euh, Pourquoi on a fait ça? Pour justement avoir le temps d'avoir une autre petite bêta version d'Olem. C'est 20 unités qu'on a conçues avec un processus industriel. Donc c'est hyper important en fait sur un produit techno, parce que bien souvent sur des Kickstarter de produits techno, le créateur arrive avec un produit à la phase prototype qui n'a pas été réalisé avec des processus industriels. Et derrière, du coup, il a toute une phase justement de découvrir comment se passe l'industrialisation et autres, où là, il peut y avoir des déconvenus quand ce qu'il a envisagé ne se passe pas comme il veut. En faisant un processus industriel pour réaliser cette première série de 20 robots, le gros avantage qu'il y avait dessus, c'est que tous les petits soucis qu'on a pu rencontrer pendant cette production, on les aura pas derrière quand il s'agit de respecter les promesses de timing entre le Kickstarter et le timing qu'on a proposé à nos contributeurs. Ce qui est très important parce que on a l'habitude des retards et ne pas être en retard, C'est ça. faut le signaler, c'est assez rare. Donc non, d'accord, c'est positif, c'est rassurant. Maintenant, on va essayer de parler un petit peu du contenu par exemple, on parle de 10 jeux dans une version standard et jusqu'à 20, si je comprends bien, en version. T'as dit 15 à un moment, mais on parle de 20 jeux en version premium, j'ai l'impression. En fait, on a 10 jeux compris dans le Core Pledge, Mhm, 15 dans le Premium Pledge, mhm, et notre but c'est que à la sortie, il y ait au mhm. total 20 jeux qui soient disponibles sur la plateforme. D'accord. Donc ça fait entre 10 et 5 jeux qui ne sont pas compris de base dans le, Le le pledge. pledge du contributeur. Et ces jeux, en fait, ils sont directement disponibles sur notre application Olem pour être téléchargés. Donc là, à ce moment-là, il y aura deux options que nous, en termes de politique éditoriale à Ludothèque, on veut tenir. C'est proposer du contenu qui est gratuit. Donc c'est des jeux où il y a juste à le télécharger, vraiment comme sur le Play Store aujourd'hui. Tu trouves une appli gratuite, tu peux la télécharger. L'idée c'est de maintenir ça pour que le joueur qui a dépensé 280 euros, qui n'a pas envie de dépenser 1 euro de plus pour le moment, bah, il peut quand même renouveler son expérience de jeu et trouver de nouveaux jeux. D'accord. Quand il y a des jeux où il y a un gros temps de développement ou du matériel à envoyer directement au joueur, à ce moment-là, le proposer en payant et lui envoyer le matériel qui va avec. D'accord. Euh, Dans la foulée, pour répondre à GameStef 77, on parle de 20 jeux originaux, donc qui ont été créés pour aller avec Olem, plutôt que d'adapter des jeux à notre projet. Dans un deuxième temps, on considérera les adaptations. Pour les premiers jeux, on a jugé que c'était pas nécessairement utile, parce qu'un jeu qui existe sans Olem, il a peut-être pas besoin d'Olem. Alors, c'est justement un postulat qu'on avait où au fur et à mesure qu'on va en festival, on commence à avoir des exemples de personnes qui nous disent ah ouais, mais celui-là quand même, vous pourriez faire ça. Ça nous donne Ouais. des idées, mais rien de suffisamment concret pour qu'on se dise ok, on peut l'annoncer pour autant. D'accord. Donc dans les jeux que vous avez déjà développés, alors moi j'ai testé Gardien et Voleur, je crois. Il faut aller Ouais, trouver les le- petits trésors.
avec le singe qui aime les papillons, je sais pas trop, et qui passe son tour. Alors c'était pas moi, mais j'ai beaucoup aimé, surtout dans un moment critique où on sent qu'il va se faire choper, bah, il passe son tour, c'est terrible. Donc c'est bon, alors moi, pour avoir un avis personnel, je trouve le projet très intéressant techniquement. Ça m'intéresse. En plus, c'est français, donc moi j'aime bien le côté cocorico. Euh, euh, Après, moi, je vais pas me fixer sur les jeux dans le sens où j'en ai testé qu'un. S'il y a une 10, 20, 15 jeux, je ne peux pas avoir un avis tranché en ayant testé qu'un seul jeu. Après, j'ai quand même le doute de me demander est-ce que c'est des jeux qui sont faits pour des joueurs confirmés ou non. C'est là où, bah, moi, tant que j'ai pas testé, c'est vrai que j'ai un petit frein quand même à me dire Ouais. est-ce que je suis prêt à investir autant dans un projet où ça se trouve, bah, je vais pas y jouer, quoi. C'est quand même. Mais voilà. Mais peut-être que parce que j'aime soutenir le coq français, peut-être que je vais me laisser tenter au dernier moment, on ne sait jamais. Donc, donc en Sur ça, bah, du gros. coup, si tu veux, pour répondre à ce point-là, Mhm. Gardien et Voleur, lui, est un jeu qui va justement plutôt permettre à des joueurs amateurs ou familiaux de pouvoir découvrir un peu des mécaniques de jeu. Mhm. C'est aussi un jeu où on s'est beaucoup appuyé sur l'utilisation du smartphone. Et il y a d'autres jeux où justement là notre but c'est de passer totalement outre le smartphone et Oui. uniquement avec OLEM. Et pour des joueurs plus confirmés, du coup ça peut être Apocalypse qui s'en rapproche le plus dans les jeux fonctionnels qu'on a présentés en festival. Après, notre but, voilà, c'est de continuer à étendre notre gamme pour que bah, le joueur confirmé puisse trouver son bonheur quand il a envie de faire un gros jeu un petit peu et de faire travailler la matière grise. Et que quand il a envie de faire un jeu un peu plus light, potentiellement avec des joueurs amateurs ou avec sa famille, qu'il en ait à disposition aussi sur Relais. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu une liste des différents types de jeux qu'on peut trouver à l'heure actuelle dedans? Je sais qu'il y a du coopératif, il y a du compétitif, il y a du l'escape game. J'ai vu plein de trucs, mais si tu peux nous faire une présentation rapide d'à peu près le type de jeu que à l'heure actuelle vous avez disponible ou que vous comptez avoir. Ouais. On est ouvert au teasing. Bah, sur ça, aujourd'hui, dans les jeux fonctionnels qu'on a présentés en festival, on va du mini-jeu, alors de la brique de party game un peu à la Mario Party, où on est sur une partie qui se règle en 1 minute, et on va jusqu'à Apocalypse, où là tu prévois 2 heures de jeu. Du coup, en termes de scope, tu couvres à la fois du jeu d'ambiance très light jusqu'au jeu de stratégie. Alors, j'aurais pas la prétention pour l'instant de dire qu'on a réussi à construire un jeu destiné aux experts avec Apocalypse, mais notre volonté par contre c'est de continuer à repousser cette limite de complexité et de l'atteindre. Sur ça, comme enfin, c'est notre premier pas un peu dans la création de jeux de société, c'était aussi volontaire de ne pas se lancer directement sur un beau bébé niveau expert. On y va progressivement plutôt que d'essayer de se lancer direct sur un sujet qui pourrait se révéler difficile. Sur les jeux qu'on crée, du coup, pour rebondir sur la question de GameStef, on a des jeux qui sont créés intra-ludothèque par l'équipe, sachant qu'on a eu un game designer qui est passé dans l'équipe à un moment. Et il y a des jeux aussi qu'on développe avec des auteurs de jeux de société classiques. On en a 2 aujourd'hui où on présente leurs jeux aujourd'hui sur leur page. Il y a François Petit, qui lui est un éditeur de jeux de société aussi, notamment, de Cats Family Edition. Plutôt des jeux qui vont être orientés sur de la pédagogie et du jeu familial, mais qui étaient du coup intéressants parce qu'ils travaillent des concepts que nous, on n'aurait pas du tout abordés pour le public familial.
Et l'autre auteur avec qui on a travaillé, qui est justement l'auteur d'Apocalypse, c'est Sylvain Colonel, qui est un jeune auteur de jeux de société, qui a plusieurs protos, dont un, deux en cours d'édition sans prendre en compte Apocalypse. Et c'est, alors là encore, on va pouvoir aborder un autre sujet qui est d'ouvrir la conception de jeux de société Alors, sur Olem à tout le monde. avant, on va juste répondre à deux questions que j'ai cru voir. Ouais. Donc la première, est-ce que le jeu d'escape game, c'est quelque chose de rejouable? Ou c'est du one Alors, shot? l'escape game, pour l'instant, tel qu'on l'a conçu, il est one shot. Euh, Mhm. Justement sur sa conception, ce qu'on aimerait réussir, comme on l'a conçu en plusieurs chapitres. Là, on est en train de réfléchir justement déjà au chapitre 2. Ce serait de réussir à faire une conception de telle sorte à ce que le joueur qui l'a testé avec son groupe A d'amis, s'il le refait avec son groupe B d'amis, c'est pas exactement les mêmes réponses. Alors, ça sera quand même des énigmes qui vont être du même acabit, mais l'idée c'est de réussir à trouver un peu une forme de renouveau pour que ce soit pas trop du one shot, comme aujourd'hui sur Unlock. Pour l'instant, tu fais un scénario, une fois que tu l'as fait, bah, c'est fini. Hmm. L'idée, c'est on aimerait réussir à trouver un peu le moyen de le rendre au moins rejouable à plusieurs reprises sans que ce soit vraiment du tout cuit pour le joueur qui est en train de le refaire. Donc l'autre réponse, tu avais répondu. Et il y a Rapid Game qui demande si vous acceptez un 2001e bêta-testeur. À savoir que je crois qu'il est en région parisienne, donc il vient vous voir chez vous, hein, j'en suis quasiment sûr. Là, il marque des points, en effet, quand j'ai vu le 75, je me suis dit, oh, il y a des chances qu'il soit très proche. Sur ça, nous, justement, là, avant la livraison, il va y avoir toute une phase de bêta-test qui va être disponible, qui va être nécessaire aussi pour le projet. On va avoir déjà des participations en festival où là, l'idée, ce sera de présenter un peu les avancées du projet, montrer les jeux qui sont en train de se pousser. Et là où on va avoir une plus grosse implication, ça va être avec nos contributeurs, où eux, on va leur donner un statut vraiment de bêta-testeur, où l'idée, ça va être de pouvoir proposer à nos contributeurs d'avoir en avant-première nos jeux pour pouvoir avoir des retours dessus. Pourquoi privilégier les contributeurs? Déjà, c'est une façon de les remercier. C'est Et en normal. plus, c'est des contributeurs qui se sont reconnus dans le projet. Donc il y a d'autant plus d'intérêt de s'assurer que le jeu plaît à leurs attentes parce que c'est le public qui a été accroché par Olem. Euh, Dernière question avant de reprendre. Une idée du prix d'un jeu dans le futur pour ajouter au vin ou pas encore? Est-ce que vous avez une idée Euh, du prix d'un jeu dans le futur à ajouter au vin? En fait, c'est un coût. Alors, GameStep, c'est un coût pour eux ou un coût pour le client? Parce que je ça peut être les deux. suppose que c'est pour le client. Alors le coût pour nous, forcément, ça va en avoir parce qu'il va y avoir la recherche, le développement du jeu et la production du matériel. Pour le client, notre but justement en termes de prix, ça va être de pouvoir proposer un prix inférieur à un jeu de société traditionnel qui est comparable. L'objectif étant de proposer une rentabilité à long terme pour le joueur. Que le joueur, justement, un des gros points bloquants sur notre projet aujourd'hui, c'est pour avoir Olem, malheureusement avec la technologie, on a besoin de demander plusieurs centaines d'euros aux joueurs pour pouvoir le produire. Par contre, le but, c'est que si dans 3 ans, justement, il est encore au LEM, c'est qu'il puisse se dire, ok, j'ai dépensé X euros dans tant de jeux. Bah, ce qu'on veut, c'est que s'il fait ce calcul, qu'il se dise, ok, j'y ai gagné au final en faisant ça. Après, il faut voir aussi si déjà on voit c'est 20 jeux à 200 balles. Je limite les coûts pour que ça soit plus facile, mais ça fait 10 balles le jeu, quoi. Donc, d'un coup, on en achète plusieurs d'un coup, mais c'est pas si cher que ça quand on fait le calcul global. Ouais. Après, ça reste quand même un investissement à faire d'un coup, mais ça reste pas si cher que ça. En plus, et c'est ce qu'on va voir maintenant, ça a l'air d'être un produit qui va se développer et qui va permettre à tout le monde de participer.
Donc là, on voit que dans votre présentation, vous parlez de créer votre propre jeu. Donc je vais aller sur la fiche pour voir mieux, un petit peu mieux. Euh, donc en gros, vous allez proposer, si je comprends bien, des outils graphiques, le SDK, une interface simplifiée de programmation par bloc, et du plus haut niveau si les gens veulent directement coder en Python, et des environnements de tests virtuels pour tester le code sans passer par le robot. Alors ça, c'est très très bien. Ça évite de recharger le code à chaque fois dedans. Bon, C'est ça. gain de temps, voilà. Pour ceux qui sont un peu dans l'univers du développement informatique, c'est super. Et une interface de développement, ouais, l'interface de développement avec le système de blocs. Donc, si je comprends bien, vous allez vraiment ouvrir l'outil à du développement par tout le monde et tout le monde pourra créer son propre jeu. La question après, c'est est-ce qu'il pourra le proposer à tout le monde? Il y aura une plateforme où on pourra télécharger des jeux faits par Monsieur Tout le Monde, où ils seront d'abord validés par vous. Comment vous voyez les choses en fait? Sur ça, en effet, le but, c'est d'ouvrir la création de jeux à tout le monde. Sur ça, on s'en est rendu compte, en fait, quand on a commencé à travailler avec des auteurs externes. De base, c'est on est arrivé en festival avec nos propres concepts de jeu, et il y a des personnes qui s'assoient et qui commencent à dire, ah bah tiens, tel jeu, on pourrait l'améliorer telle manière, telle manière. Ça, déjà, c'était un retour positif sur à quel point échanger autour d'un concept permet de l'améliorer. Mais là où c'est aller plus loin, c'est quand on a des auteurs qui commencent à s'asseoir à la table, qui jouent avec, et à partir des fonctionnalités se disent, ah, on pourrait faire tel concept, on pourrait faire tel jeu. Je viens de voir le dernier message transformé au lait en licorne. Ça va être génial ce moment. Mais l'idée, voilà, on s'est rendu compte qu'en fait, chaque cerveau humain va avoir sa propre manière d'appréhender le jeu de société et va créer son propre jeu. Tout comme aujourd'hui, on reconnaît la patte d'un auteur de jeu de société. C'est la sensation vraiment qu'on a eue, et ça nous a motivé à créer cette plateforme de développement de jeu. L'ouvrir à tout le monde, ça en effet, c'est aussi un des gros points qu'on a et qui se traduit justement en proposant deux formes de développement. Un premier qui est la programmation par bloc, donc on se rapproche un petit peu du match Blockly. C'est des outils qui sont très utilisés même par les enfants pour apprendre le développement. Et l'idée, c'est qu'on peut proposer cet outil, alors pour un enfant qui a aussi envie d'apprendre à programmer, mais aussi par l'auteur de jeux de société, alors au sens large, pas nécessairement celui qui a déjà édité des jeux ou quoi. Enfin, il y a plein de monde qui a des idées de proto et qui a envie de les présenter au public. L'idée, c'est de pouvoir créer son propre jeu, même si on n'a pas nécessairement la branche développement, qu'on ne maîtrise pas nécessairement le dev. Pour celui qui a son propre concept de jeu et qui maîtrise le dev en plus de ça, proposer un langage de développement proche du Python, ça lui permet d'aller un peu plus loin dans l'utilisation des fonctions et des différents paramètres, et qu'il peut aller un peu plus loin tout en étant sur un langage, le Python, voilà, qui est quand même maîtrisé par une énorme base de dev aujourd'hui. Donc voilà, bon, comme je J'ai te le... oublié Vas-y. un point dans les questions que tu soulevais. Qui m'a totalement échappé. Non, c'est dans l'ensemble, mais Ça devait être la distribution. oui, la distribution. Est-ce qu'il y a une phase de Celui, voilà, validation par vous ou pas du tout? Et ça sera je ne veux pas dire un shop, mais un espace de téléchargement accessible à tout le monde sans validation et tout le monde peut télécharger n'importe quoi. il y aura forcément une phase de validation. On est encore en train de, de réfléchir à quel degré de validation on va appliquer. Le but étant de ne pas appliquer un entonnoir qui soit trop restrictif pour que tout le monde ait sa chance. Et que après, bah, ce soit, on va dire, la sélection naturelle du jeu qui se fasse et qui trouve son public, mais ne pas bloquer des portes à quelqu'un qui a envie de tester un concept. Et donc au niveau de la distribution derrière, on va se retrouver comme aujourd'hui avec le Play Store, avec des applis développées par
auteurs, des jeux qui vont être développés par Ludothèque, des jeux développés par Ludothèque avec des auteurs de jeux de société reconnus, des jeux développés par des auteurs reconnus mais qui l'ont fait eux-mêmes, et des jeux développés par absolument n'importe qui a son propre concept et qui veut le faire découvrir. Donc moi qui suis du monde de l'informatique, je trouve la démarche très intéressante. Après, je comprends qu'elle est aussi très intéressante pour vous parce que ça vous permet aussi que justement des gens viennent proposer et alimenter la base de données de jeu au fur et à mesure sans que ça soit un coût pour vous. Mais bon, le coût investi dans des outils comme ça, c'est assez monstrueux la plupart du temps. Donc j'ai envie de dire, c'est quand même kiff-kiff. Et je pense que ça peut intéresser des auteurs parce que bah, moi, quand je l'ai testé, avant de commencer, j'ai eu la chance que Théo Rivière vienne pour tester justement et de faire la partie avec lui. Donc, je sais qu'il était venu vraiment pour voir le jeu et essayer de voir si ça pouvait être intéressant et s'il pouvait faire des choses avec, je pense. Donc, je pense qu'il y a vraiment des vrais auteurs, même. Qui peuvent être intéressés par ce nouveau monde qui sont vraiment, je pense pour eux, des nouveaux supports très intéressants de développement de jeux et qui vont les sortir de l'ordinaire. Alors GameStef dit qu'elle serait intéressée par voir une live de démonstration. Alors j'ai rien, mais comme je me suis trompé que j'ai pas passé le teaser tout à l'heure et que t'étais pas là, je vais juste repasser vite fait le teaser. En espérant que ça fonctionne, juste pour que tu vois un petit peu le fonctionnement si tu ne vois pas du tout comment ça fonctionne. Hop là. Donc GameStef pour faire un petit point sur les sensations de jeu. Je pense que ça dépend, comme on peut le voir dans la vidéo, du jeu auquel tu joues et c'est très très variable comme façon de faire. Après, pour faire un live de démonstration, bah, je serais, si on veut m'envoyer un proto, je serais ravi d'essayer de faire quelque chose. Hein. Après, je sais que il y a Enjoy qui avait testé avec moi, qui a eu le proto et qui a fait des petits posts, mais on voit pas trop l'action. Il y a Dion Joue qui a fait une petite vidéo qui en parle, mais voilà, elle fait un point sur les possibilités, etc. Je crois pas qu'on voit forcément beaucoup de gameplay dessus. Après, bah, si Ouais. vous avez des vidéos, vous, peut-être de parties ou quoi que ce soit, vous me le dites, je mettrai ça. Bah, si tu les as tout de suite, je les envoie directement dans le chat. Mais sinon, je les mettrai dans le replay YouTube. Je mettrai ça, si vous avez des Ok. vidéos disponibles, je les mettrai Alors, on a en des dessous. vidéos de gameplay, alors qu'on a allégé en termes de durée pour avoir quelque chose d'un peu plus court que vraiment un playthrough où on a une Mhm. heure de jeu. Et elles sont disponibles dans la page Kickstarter. Donc là, par D'accord. exemple, en remontant sur Gardien et Voleur, on en a une. Donc le joueur qui est intéressé, c'est disponible sur la page Kickstarter. D'accord. Euh, sur notre chaîne YouTube, encore un peu plus haut, ça doit être. Tchac, tchac. Ouais, c'est ça. Voilà. Hop là. Ah bah si, je vais être obligé de pas mettre la pub, hein, c'est pas grave. Hein. Allez hop. Ta-da-da. Donc là, Ça ouais, a l'air c'est pas des mal ce images. auto-héros.
Donc là, c'est des images de partie Voilà, et tout. C'était ça que tu voulais? Non, non, c'est vraiment la vidéo YouTube sur laquelle tu as cliqué et où tu as la pub qui est en cours Ah, sur YouTube. hop. Là, voilà, les GIFs, c'est vraiment pour illustrer pendant. Et on a encore combien de pubs? Ah là là. Ok, yes. Là, on va être dessus. Je vais muter si tu veux mettre le son pour que on ait bien tout. Non, je pense que ils vont pas avoir beaucoup de son sinon. Et aujourd'hui, on va vous présenter Gardien et voleur, un jeu disponible sur OLED. Dans Gardien et voleur, vous incarnez des voleurs infiltrés dans un donjon plongé dans le noir. L'objectif, explorer ce donjon à la recherche de trésors, mais attention, car le gardien veille sur ces trésors. C'est un jeu qui va jouer de 2 à 5 joueurs et les parties vont durer de 45 à 90 minutes. On va tout de suite passer à la place. Alors, on voit pas bien la vidéo, je pense, donc ça sert à rien de. Je pense qu'on va pas voir beaucoup. Par contre, j'ai mis le lien de la vidéo dans le chat si tu veux aller regarder tout à l'heure ce qu'il en est. Et je pense que tu as d'autres vidéos qui traînent sur le compte de Ludothèque. Vous avez 3 exemples de jeux. Donc il y a le fameux Apocalypse pour joueurs experts, le Prison Escape et le Gardien et voleur qui est faut pas se faire attraper par le golem. Donc voilà. Visiblement, il y en a d'autres que j'ai pas mises en public et il va falloir que je corrige ça très rapidement. Donc voilà. Au plaisir de te faire découvrir qu'il te manque des choses à faire. Il y avait un autre sujet, c'est que on parle de modules d'extension supplémentaires qui pourront venir se clipser sur OLEM. Alors ça c'est intéressant, c'est-à-dire vous allez mettre quoi, des ventilos pour que ça devienne un drone et qui vole. On s'attend à tout. Donc vous entendez quoi par module? Par module, on entend à peu près n'importe quelle extension qui apporte de la technologie ou non sur OLEM. Donc là, par exemple, je viens de montrer un des emplacements. Et l'idée avec les petites pins de connexion, c'est si on a un module techno, d'avoir une possibilité de pouvoir ajouter une extension techno. Donc par exemple, en effet, comme propose Démontard, une corne qui clignote. Donc l'idée c'est autant d'ouvrir la porte à des technologies futures et de pouvoir les intégrer, que aussi j'ai envie d'augmenter mon immersion dans le jeu gardien et voleur. Je peux ajouter alors soit juste un accessoire sur OLEM, mais aussi par une coque entière qui va permettre d'avoir vraiment la sensation qu'on a le golem qui nous poursuit sur gardien et voleur et pas quelque chose d'abstrait, OLEM, avec juste ses yeux de golem. Alors, il a des petits yeux qui font peur, où il a l'air triste et tout, ou en colère, c'est mignon. Moi, c'est un golem mignon. Ouais, c'est un premier voilà, travail un peu de justement faire passer des émotions, enfin augmenter l'humano. Le mot est un peu trop compliqué. De le rendre un peu plus humain et de lui faire transparaître des émotions. Et l'idée, voilà, ça va être de continuer à travailler sur des micro-comportements, que ce soit dans ses mouvements ou sur l'affichage de l'écran, pour augmenter l'immersion dans le jeu. C'est aussi l'avantage de la technologie, c'est qu'elle peut apporter de l'immersion dans le jeu, autant la mettre à profit. Alors, je laisserai les gens découvrir un peu l'ensemble des jeux qui sont proposés. Kit Premium où il y a des trucs supplémentaires et vous avez débloqué. Pour l'instant, je crois que les questions que tu as posées, on les avait pas abordées, donc pas de souci et elles sont les bienvenues, je pense. Enfin, je te laisse. Ah non, t'inquiète, GameStef, pose tes questions, y a pas de souci. C'est juste que je voulais mettre le teaser au début, justement pour les gens qui ne voyaient pas exactement ou qui n'avaient jamais vu OLEM sur un salon ou quoi que ce soit. Et comme tu es arrivé juste après, j'ai remis le teaser parce que je m'étais trompé de vidéo. Donc c'est pas grave. Ça m'a donné une bonne raison de la remettre. Ouais, t'as raison, parce que du coup, on a eu les 2 teasers. Là, celui que GameStef a pu voir, c'est le tout premier qu'on a conçu il y a 1 an maintenant.
Et après, on a fait le teaser pour le Kickstarter, donc qui est en tête du Kickstarter dessus, qui est ce que tu as pu envoyer Thomas au tout début. Mm. Donc les gens demandent un test de prototype. Ça va devenir obligatoire. Je ne vois pas Je d'autres commence à être pris de solutions. court, je vois pas comment m'en sortir diplomatiquement là. C'est Non, mais justement, bah, sur ça, du coup, c'est top parce que dans la partie un peu de bêta test qu'on a en tête, il y a la partie physique dont je parlais un peu plus tôt en festival ou en proposant des sessions un peu de, de bêta test à nos contributeurs. Mais justement, pour notre contributeur qui est en Belgique, aux US ou en Australie, bah, ça va être difficile d'aller à sa rencontre pour une session de bêta test. Donc il y a toute la partie justement un peu live et présence digitale qu'on va vouloir développer. Et un des moyens de pouvoir faire découvrir les concepts, c'est en faisant des lives avec des personnes comme Thomas, par exemple. ce sera avec joie. Je me ferai un plaisir de tester tout ça. Euh, donc je crois qu'on a fait il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est vous étiez très présent sur les salons. Et ça, merci parce que déjà, ça fait plaisir d'avoir des gens qui ont fait les salons cette année, mais vous étiez quasiment presque partout, j'ai envie de dire. Moi, ce que je voulais savoir, c'est les retours des salons que vous avez, et dans un second temps, les retours que vous avez eu depuis des gens qui ont pu tester, on va dire, plus longtemps ou qui ont eu un proto, qui ont pu tester 4-5 jeux, je ne sais pas. Vraiment, les retours que vous avez en général d'OLM, en fait. Ouais. Sur les salons, du coup, ouais, c'est quelque chose qu'on a pu commencer, on va dire, de manière intensive fin juin. On a commencé avec, alors en l'occurrence, Retro Geek à Vesoul, qui est plutôt une convention geek. On voulait avoir une présence à la fois sur des festivals de jeux de société et aussi des conventions geek. Au niveau des retours, très positifs. Là où justement les salons nous ont énormément encouragés, c'est qu'on a eu des joueurs qui étaient plutôt réticents parfois, qui se retrouvent à la table de jeu parce que dans le groupe, il y en a un qui était particulièrement technophile. Et au bout de 2 heures de jeu, donc ce qui est cool déjà quand il passe 2 heures à la table, c'est qu'il couvre plusieurs jeux d'affilée. Et ça déjà pour nous c'est un super bon retour. Si je te fais jouer un jeu et que derrière tu as envie d'en jouer un autre et que derrière tu as encore envie d'en jouer un autre et qu'il faut que ça se termine, quand je te dis bah il y a des gens qui attendent depuis 30 minutes, est-ce que tu veux bien leur laisser la place? Bah, pour moi, c'est super, enfin pour nous, pardon, c'est super rassurant sur le fait que le concept plaît et arrive à créer quelque chose de nouveau. Après, on a des joueurs qui sont arrivés, la plupart, pour vous donner une idée un peu de comment ça se passe le festival. On a nos robots sur les tables. Il y a une première personne qui va s'arrêter, qui va être dans un état assez contemplatif et curieux. Et quand on va s'approcher, elle va juste dire c'est quoi? Parce que en effet, on est sur un peu un ovni ludique en l'occurrence, ça on en est bien conscient. Et la plupart du temps, voilà, c'est des personnes qui sont intriguées, qui se mettent à la table pour un petit peu découvrir par hasard. Et nous, ce qui est super cool, c'est derrière quand on a des personnes qui laissent les adresses mail, qui scannent nos QR codes pour aller directement sur les réseaux sociaux et nous suivre. Ça, c'est la partie voilà, qui nous a énormément rassurés. Euh, et les festivals ont été extrêmement bénéfiques pour nous pour faire découvrir le concept, puisque de l'autre côté, sur la présence digitale, comme on est justement les trois fondateurs, on a un cursus ingénieur, on n'est pas des communicants naturels, on va pas se mentir, on n'est pas des marketeurs au possible qui sont dignes de la Startup Nation, on est un petit peu un ovni juste les startups aussi sur ce point-là. C'est très difficile pour nous en digital de présenter Olem et de bien faire voir ses avantages. Déjà, le jeu de société de base, c'est extrêmement difficile de se faire une idée de la sensation de jeu en digital. Quand on est sur un produit qui est en rupture avec ce qui se fait aujourd'hui, c'est d'autant plus difficile de faire passer un peu les sensations de jeu.
moi, pour faire mon point de vue au niveau festival, donc je l'ai testé à Bruxelles. On avait avec nous les jeux de Oui Oui et Enjoy et Théo. Ouais. Donc on était tous, alors j'avoue, on était tous venus là en mode c'est quoi alors est-ce que ça va être bien? Vraiment, alors même moi qui je suis pas en mode Instagrammeur, je suis sur les festivals, je suis très cool, je viens jouer, je m'amuse quoi. Euh, mais là, j'étais quand même un petit peu, on était tous un petit peu en train de jouer, à essayer de réfléchir comme, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec, etc. C'était assez particulier. Donc, on était très dans l'analyse du produit plus que dans le jeu en lui-même. Alors, on a fait qu'une partie parce que il y avait un groupe, il y a une famille qui jouait vrai. On a été tester un autre jeu à côté. Par contre, ce qui était assez drôle, c'est que il y avait des enfants dans la famille juste après et ils étaient à fond. C'était assez impressionnant. Ce qui nous a aussi rassurés sur le sujet, c'est que même nous, on était là, on dit, ouais, on pourrait faire pas mal de trucs, ouais, c'est bien, mais bon, est-ce que ça bug pas trop? Ouais, mais est-ce que sur le long terme, ça va être intéressant? Vraiment à se poser des questions pendant qu'on joue. Et puis après, il y a une famille qui arrive, qui est à fond. Les gamins, ils sont, ouais, non, non. Ou on a l'impression qu'ils jouent leur vie, quoi. Donc c'est quelque chose qui est vraiment, et je pense que c'est l'avantage de faire tout type de jeu, c'est quelque chose qui est accessible vraiment à tout le monde. Et pour moi, c'est un aspect positif. Après, c'est le peu d'expérience que j'ai avec Olem pour l'instant. Et on regardera ça plus en détail si on fait une soirée ou un truc comme ça un jour, où on testera plusieurs jeux en live peut-être. Mais voilà, moi je pense que c'est quand même quelque chose qui a un certain avenir et qui a des vraies possibilités. Maintenant, vous avez l'air de savoir où vous allez, ça fait plaisir. Donc voilà, ça c'est mon avis perso de ce que j'en connais. Donc en dehors des festivals, vous avez eu des retours, vous avez envoyé le proto à des gens qui ont vraiment testé plus profondément le Olem. Ouais. Et là, bah, c'est quoi parce que je pense que ça, vous l'avez envoyé pas à n'importe qui. C'est-à-dire que souvent, ça doit être soit des gros Instagrammeurs, soit des gros joueurs experts qui avaient envie de. Voilà. Et les retours que vous avez eus sur justement ces gens-là qui sont un peu plus, on va dire, critiques, quels sont-ils? Alors sur ça, en gros, pour la partie test d'Olem en autonomie, le but pour nous, c'était de tester un peu l'expérience utilisateur et notre premier jet de règles et de guide d'utilisation. Donc on l'a mis entre les mains de... Alors on est sur plusieurs groupes. On n'a pas eu l'occasion de le mettre dans les mains d'un Instagrammeur, enfin d'un influenceur et voir ce que ça donne. On a plutôt testé sur des groupes de proches, donc Mhm. nos amis chacun avec plusieurs degrés, on va dire, de- d'expérience dans le domaine. Le retour général qui est ressorti, c'est notre guide d'utilisation et pour l'instant justement notre introduction au concept. Elle est un peu trop laborieuse et sur ça, bah, en effet, c'est notre premier jet, donc ça, on n'était pas trop surpris. Donc c'était pas mal d'avoir ce retour pour justement commencer à préparer la phase production et une fois que le produit est livré entre les mains du contributeur, bah, qu'il s'éclate avec le robot. Mhm. C'est s'assurer que son expérience d'utilisateur elle se passe bien, notamment sur la prise en main du robot. Et nous pour l'instant c'est quelque chose où on n'a pas été super bon sur les documents, parce que pour les joueurs, ça a été laborieux dans la prise en main de nos premiers jets de règles et de notre guide d'utilisation. On s'attendait pas à quelque chose d'excellent, c'était notre premier jet. Là où ça nous a rassuré, c'est qu'en festival, quand on est là pour présenter le jeu et aider justement les joueurs à prendre en main le robot, là ça se fait beaucoup plus naturellement et ça se passe nettement mieux. Il n'y a pas les barrages justement qu'on a pu observer. Après, bah voilà, c'était forcément nécessaire de passer par là, justement, avec ces groupes de joueurs, pour avoir déjà des premiers retours, pouvoir faire un premier jet, et justement, une fois que là, on était sur un salon quasiment par semaine, donc on n'avait jamais un seul robot disponible à peu de choses près.
L'idée, ce serait de pouvoir le remettre à disposition sur des plus longues durées à des joueurs qui ne l'ont pas encore utilisé, avec une V2, des règles, du guide d'utilisation et un tutoriel interactif sur LEM pour la prise en main, et voir comment ça se passe, et réitérer ainsi de suite, pour s'assurer que l'expérience utilisateur, pour l'utilisateur final qui le reçoit chez lui, qui a pledgé dans les dernières semaines, que ce soit incroyable la prise en main pour lui et que ce soit le plus naturel possible. D'accord, bah, c'est parfait. Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels, parce que je pense qu'on arrive à peu près à la fin et tu m'as accordé beaucoup plus de temps que prévu, donc je vais te laisser finir si tu as envie d'aborder un sujet en particulier sur Olem ou Ludotech. Alors, qu'est-ce qu'on n'aurait pas encore abordé? Et j'en profite, si vous voulez poser vos dernières questions, ça va être le moment, donc n'hésitez pas à en poser dans le chat. Ouais, je crois qu'il y a eu des questions. Alors, il y a eu GameStef en effet où tu as pu répondre qu'on était 3 créateurs, donc avec Mathieu et Nicolas, où ça fait 4 ans qu'on a eu l'idée et 2 ans qu'on est à temps plein sur le projet. Je crois que les autres questions, on les a eues en chemin au fur et à Bah, il y mesure. a, il y a GameStop qui demande si après le Kickstarter réussit, quelle est la cible magasin ou boutique en ligne pour continuer justement le développement et voilà, est-ce que c'est à la demande et vous créez les robots à la demande? Est-ce que vous allez prendre des lots que vous allez vendre sur un site internet? On ne sait pas. Sur ça, la distribution, déjà la première brique de base, ça va être en effet avoir une boutique en ligne hébergée par Ludotech. Ça, c'est un must. Au niveau des magasins, justement, on a peu approché pour l'instant justement les différents réseaux de distribution qui s'offrent à nous. Sachant qu'en étant sur technologie et jeux de société, il y en a plusieurs qui s'offrent. Il y a le magasin de jeux de société classique où il y a déjà un énorme réseau qui existe en France. Il y a des distributeurs derrière qui regroupent le tout. C'est une première piste qu'on a très peu explorée. Une autre piste qu'il peut y avoir, ça peut être passé par un des géants de la distribution en ligne. C'est une des pistes qu'on considère, pas nécessairement celle qui nous semble la plus cohérente avec le projet aujourd'hui en tout cas. Après, bah voilà, dans les réseaux de distribution, on peut aller à vraiment différents étages, que ce soit le Fnac ou autre, où là justement, toute cette partie-là, il y a encore beaucoup de travail pour nous, pour justement pouvoir confirmer qu'elle suit. Pour l'instant, ce que j'ai énoncé, voilà, c'est que des suites, des pistes. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la boutique en ligne Ludotech, elle, ça c'est un des points sûrs justement pour la distribution. Côté logistique, on va pas être sur des robots à la demande, on va être sur une gestion de stock. Alors déjà pour un jeu de société, c'est le cas. Je te rassure, c'était une blague, hein. Je te posais pas sérieusement la question, mais c'est gentil d'y répondre. Mais voilà, ouais, sur ça, voilà, tu réalises des séries au fur et à mesure et après, bah voilà, écouler le stock et refaire des rééditions. Enfin, des rééditions, relancer Alors, des productions. merci, ça l'a fait d'être passé. Et, bah, j'espère pour toi que tu auras l'occasion de tester ça pour te faire ta propre idée. Et merci à toi d'avoir passé la soirée avec nous. Avec plaisir, ouais. Si tu nous croises en festival, n'hésite pas à venir nous voir. On est toujours réceptifs, voilà, à avoir des personnes qui nous ont découvert en ligne et qui ont envie de se faire leur propre idée. Notre but justement aussi, ça va être de démocratiser dès qu'on a un produit qui est utilisable en parfaite autonomie sans nous, qu'il soit disponible, pourquoi pas dans des barrageux, des ludothèques et autres. Donc ce serait quelque chose qui pourrait être faisable avec les bêta versions probablement. Une fois qu'on est sur les versions finalisées et commercialisées, là c'est sûr qu'on ne va pas y couper. C'est un moyen énorme pour nous de faire découvrir Olem, qu'une personne qui se pose la question, et c'est tout à fait légitime de se poser la question de est-ce que je mets 250 € dans un produit que j'ai pas
tester. Le but, c'est qu'il y ait un point disponible pour le découvrir et se faire sa propre idée. Et on prévoit de faire en effet des festivals. Le prochain qu'on va faire, c'est le Val des Jeux qui a lieu à Céris, dans le 77. Le 21 novembre, on y sera. On n'y sera que le dimanche pour lui. Dans les autres rendez-vous, on a Geek Days à Lille les 4 et 5 décembre, si je dis pas de bêtises, si ça tombe bien un week-end. C'est les prochaines dates voilà, qu'on peut annoncer. Et l'idée pour nous, c'est de continuer à avoir une présence physique pour que des personnes puissent le découvrir et aussi voir la progression du projet. Et la vraie question, allez-vous céder à la pression d'une édition collector licorne? Alors, je notais Bayeux que je connaissais pas du tout. Alors, Sur ça, du coup, ça permet d'aborder un point justement qu'on a très peu abordé, qui est le do it yourself. Outre la personnalisation de l'EM avec les modules dont on parlait un peu plus tôt ou les coques, ça serait de proposer justement d'offrir justement à toute la communauté de DIY, donc tous ceux qui sont un peu fanas de réaliser un concept en 3D, de l'imprimer eux-mêmes par exemple, avoir la même chose sur de la découpe laser ou du CNC. On a même des origamistes qui pourraient s'éclater avec Olem. Proposer au fur et à mesure des bases. Alors la première base qui va être la plus facile à maîtriser pour nous, ça va être d'offrir une base disponible qu'on peut télécharger en 3D, de coque, qui est directement ajustée à Olem et qui peut s'imprimer en 3D. Et que justement, si par exemple tu as envie de faire l'extension licorne et que Ludotech refuse de créer la licorne malgré toute la demande, que justement quelqu'un qui est versé un petit peu dans le do-it-yourself puisse le réaliser et le proposer. Ouais, je comprenais pas pourquoi ma femme m'avait acheté une imprimante 3D, maintenant je comprends. Elle avait un plan secret de créer une licorne avec Olem. Alors il y a GameStef qui dit que Épinal a un très beau festival et pour Bayeux c'est en Basse-Normandie, c'est pas très loin de Caen. Et je crois que par contre ils ont peut-être décalé à mars leur festival jeux de société. Mais voilà, si ça t'intéresse de y aller, n'hésite pas à me prévenir vu que je connais un peu les organisateurs. Je serais ravi de te mettre en relation avec eux. Après, c'est un petit festival de 1500 personnes, hein, mais bon, ça peut être intéressant parce que c'est très culture pop, donc tu as du jeu vidéo et du jeu de société. Donc ça peut être très intéressant justement d'avoir un invité comme vous qui vient, quoi. Je pense que ça leur plairait. Donc si j'ai vu passer aussi Épinal, je sais pas quelles sont les dates d'Épinal. GameStef, est-ce que tu as les dates? Ah mon dieu. C'est moi qui vais me faire harceler de licorne et tout. Début mars aussi, ok. Et c'est bon à prendre en compte. Nous sur ça, notre planning de festival post-décembre, on n'a pas encore bien établi. Tant que le Kickstarter n'était pas lancé, voilà, on n'a pas lancé trop de plans sur la comète. Potentiellement, on avait un Kickstarter raté aujourd'hui. On n'est pas parti en se disant on est forcément vainqueur. Pour ce qui est de l'impression des licornes, sur ça il va falloir patienter un tout petit peu. Il faut encore qu'on fasse justement ce template de coque qui peut s'ajuster sur Olem et que derrière, voilà, après Thomas n'ait aucune autre option que de réaliser une super belle corne de licorne. De notre côté, nous par contre, il faudra qu'on crée un jeu où on a besoin d'une licorne, ce qui augmentera auquel cas à 21 le nombre de jeux à la sortie. C'est pas très cool, on a déjà pas mal de travail. Ouais, mais je pense que vous êtes obligés, quoi. Ou sinon, on fera un test, c'est qu'on recevra Olem, on essaiera de coder un jeu avec des licornes et on créera notre licorne de A à Z. Ça fera un tuto, ça fera des vidéos fil rouge sur la chaîne, c'est qu'on créera un truc de zéro sur le thème des licornes si vous voulez.
avec Carrément chaud. impression 3D, voilà. Franchement, vous me foutez dans la merde parce que j'ai une imprimante, elle est emballée, elle est même pas sortie. Je suis nul en impression 3D, en conception. Ah ouais, non, mais je vais partir de zéro et galérer, quoi. Je veux dire, mais bon, on Nicolas verra. pourra te donner un coup de main sur Oh, ça. Oh, My Little Olem. Oh, génial My cette little position. Ah ouais, bah voilà. Très très On bon ça. essaiera de voir ça, comme ça on testera tout, ça sera super. Donc voilà. Donc je te remercie, Alexis, d'être passé ce soir. Je vais pas te retenir plus Bah, longtemps avec parce que plaisir. ça fait Merci presque de une m'avoir demi-heure de accueilli. rab. Oh bah c'est un plaisir, Je l'ai pas surtout. vu passer honnêtement. Quand déjà t'as dit tout à l'heure, on a un petit peu dépassé, je me suis dit bah j'ai pas l'impression. J'ai regardé l'heure, je fais bon, ok, un peu plus, mais c'est pas grave. Il y a pas de Donc souci. Pour GameStef, hésite pas à revenir vers moi, que ce soit sur nos réseaux sociaux Ludothèque ou directement en direct. Tu peux m'écrire avec plaisir. ils sont très Rien de disponibles. confirmé pour Épinal, mais voilà, nous, en effet, comme tu allais dire, Thomas, désolé, je t'ai Oui, coupé, je crois, on a un oui, oui, non, léger pas de temps souci. qui fait que je me retrouve à parler par-dessus. Pas de souci. Euh, GameStef, si tu veux les avoir, moi je les ai contactés ce week-end, genre dimanche soir, je crois, sur Instagram. Ils sont très disponibles. N'hésite pas à aller par là. Je ne savais pas comment les contacter, mais sinon, elle propose Facebook. Facebook, ça passe aussi? ouais, Facebook ça passe, LinkedIn ça passe, Discord ça passe, mail ça passe, site web, vous avez notre formulaire de contact. Et globalement, pour l'instant, on arrive à être plutôt réactif sur tout. Il y a toujours voilà, des trous dans les mailles du filet, mais on essaye d'être le plus réactif possible. Ouais. Oui, je... Est-ce que je peux partager le lien du Alors, Discord? je vais te Ou c'est proposer pas trop le de mieux? mettre sur le... Alors, tu peux le mettre là, mais je te propose aussi de le mettre dans les différents channels après sur le Discord des Meeple. Tu sais, tu Ok, vas avoir un endroit pub et tu peux mettre directement tout tes ok. Le moyen de bah, contact voilà, dessus. voilà, tu peux mettre tout. Et puis, je pense que j'ajouterai votre chaîne YouTube aux actualités. Comme ça, on aura des alertes quand il y aura des petites vidéos qui sortent euh, de playthrough, de let's play et tout. Voilà. Voilà. Donc, merci à toi pour ta première participation dans le chat, Alex. Eh Donc ben merci écoute, à tous pour la soirée. Je te laisse dire au revoir et puis je finirai. ouais, ça marche. Bah, merci beaucoup pour les différentes questions. Merci Thomas surtout de m'avoir accueilli. C'était la première fois que j'avais l'occasion de faire un live. C'était super agréable. Tu as super bien mené la chose. Donc très 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 agréable mise en jambe pour moi et merci beaucoup à tous pour ce moment. Et n'hésitez pas si vous avez des questions surtout. Donc Que ce soit maintenant ou même oui, en vous réveillant demain matin. oui, n'hésitez pas. Vous allez les voir sur Insta. N'hésitez pas à faire un petit post pour dire que vous avez passé une bonne soirée avec eux. Je vous remercie d'être venu participer à la soirée de ce soir. Je vais juste faire deux petites annonces sur les meeples francophones pour faire un petit point. Il y a un tournoi qui est le dernier tournoi, on va dire, avant le tournoi des champions. Donc si vous voulez votre place pour participer au tournoi des champions, c'est le 8, donc c'est lundi prochain, c'est sur Chakra, ça se passe sur BGA. Donc n'hésitez pas à aller prendre cette dernière place de champion pour participer au grand tournoi des vainqueurs. Et face au succès qu'on a eu sur le premier tournoi de qualification au championnat de France d'Ice Force de Libellude, on a eu l'autorisation d'en organiser un deuxième qui va se retrouver mi-novembre, donc dans 2 semaines je crois. Donc je vous invite à aller sur le Discord pour voir tout ça et essayer de prendre votre place. Je crois qu'il reste 3 ou 4 places. Je suis même pas sûr pour le tournoi de Dice Forge. Donc voilà. Et peut-être que je vous accompagnerai si vous allez en phase suivante. Peut-être que je vous accompagnerai sur ma chaîne. Parce que je vais peut-être vous suivre en live pour vous motiver à gagner pour les meeples francophones. Donc merci à tous, bonne soirée
Et je vous dis à tous à bientôt. Bonne soirée. Merci encore Thomas. Merci à tous. Ciao. Portez-vous bien.